Ernest Ouandié était un grand bandit. Vérité ignorée ou bien simple affabulation? Ernest Ouandié, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Il ne faisait pas de la politique. Ernest Ouandié est un héros. C'est un héros de la lutte armée nationale du Cameroun. Ouandié n'a pas fait des actes de banditisme. Ernest Ouandié était-il un grand bandit? Qu'est-ce qui peut expliquer que celui que le peuple considérait hier comme une grande figure nationaliste pour la lutte de la véritable indépendance du Cameroun soit aujourd'hui considéré comme un grand bandit? Comment comprendre que celui que le peuple qualifiait hier de héros soit aujourd'hui qualifié par une partie de ce même peuple de grand bandit? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? L'affaire de banditisme des nationalistes et donc d'Ernest Ouandié est un fantasme inventé, c'est une manipulation. Ce sont les populations de Mbouenben, arrondissement de Mélon, département du Mungo, province du Littoral, à monsieur le ministre d'État chargé de l'administration territoriale Yaoundé. Objet: présentation du problème de terrain de notre village abandonné lors des troubles occasionnés par les maquisards depuis le 5 novembre 1961 en vue d'une solution du problème de notre retour au village. Monsieur le ministre d'État, nous venons très respectueusement par cette lettre présenter nos problèmes et vous priez de bien vouloir priver d'une longue souffrance que nous connaissons depuis 20 ans. En août 1961, les maquisards pillent Bouedoum, entraînant avec eux bétail, volailles, vêtements, argent collecté par le chef, entre parenthèses, impôts, et tout ce qui pouvait transporter. Le 5 novembre 1961, commencent les assassinats. Il tue un notable du village en trouant ses yeux et en lui coupant les oreilles. D'autres paysans connurent le même sort, etc. Ça c'est une correspondance des populations. Mais bien après, les populations d'où? de Bouedoum. La lettre date de 60. Non, la lettre-ci date de 72 parce qu'elle s'adresse au ministre d'État en charge de l'administration territoriale. Et le ministre donne des injonctions. Voici ce que le ministre dit. Arrête. Article 1er. Suite aux événements malheureux des années 60 à 70, où certains compatriotes sans foi ni loi ont incendié les villages, assassiné les populations autochtones et les exploitants forestiers européens dans l'ensemble de la République fédérale du Cameroun, ayant pour objectif de s'accaparer des terres et autres biens, en particulier dans le Mungo. Il est strictement interdit dans les prochains jours de délivrer des titres fonciers aux non-autochtones sans présentation d'une convention administrative ou coutumière. Ici, l'administration camerounaise dit ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de dire que les autochtones ont été victimes. Elle est en train de dire qu'il y a eu une mécanique d'accaparement de leurs terres. Et elle dit de ne pas reconnaître à tous ceux qui ne sont pas autochtones, mais qui se présenteraient comme des propriétaires terriens, des droits de propriété
parce que ce sont des terres qui ont été arrachées aux autochtones. C'est un ministre d'État qui parle. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de fait d'arrachement des terres ou de tuerie. J'ai reconnu ces faits. Oui. Lui, il dit que c'était le nationalisme. Moi, je dis que non. C'est des bandits habillés en nationalisme par le système néocolonial qui a truqué l'indépendance. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est ça le débat. Avec ces différents avis qui s'entremêlent et se contredisent, il est véritablement difficile de savoir où se trouve la vérité. Mais qui a raison et qui a tort? Les crimes perpétrés par les résistants après l'indépendance du Cameroun sont 10 fois plus élevés que les crimes perpétrés par l'armée coloniale. L'ALNK a commis dans sa lutte beaucoup d'exactions, beaucoup. Mais s'il fallait faire la balance, l'action des forces coloniales, puis des forces postcoloniales elles-mêmes, ce n'est pas une partie de plaisir. Une guerre, on ne s'amuse pas, comme on pourrait dire, c'est pas le voir bébé. Il est clair que les différentes explications divergentes données d'ici et là font naître la confusion et non la certitude. Et cela nous amène à nous poser 3 questions fondamentales. Est-ce que Ernest Ouandié était effectivement un grand bandit? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, on lui colle cette étiquette et qu'une partie du peuple pour lequel il dit s'être sacrifié y croit? Et enfin, quelles seront les conséquences de cette propagande sur le futur de notre pays? Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, signait la loi numéro 91/022 du 16 décembre 1991 qui portait sur la réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun. Parmi les personnes réhabilitées par cette loi, au titre de grandes figures de l'histoire qui ont œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays, le rayonnement de son histoire et de sa culture, nous avons 4 personnages déjà décédés à l'époque de la signature de cette loi, à savoir l'ancien président Amadou Ahidjo et certains leaders upécistes, notamment Ruben Oumniobé, Mounier Félix et Ernest Ouandié. Si cette loi ne consacre pas explicitement le titre de héros national à Ernest Ouandié, elle lui confère au moins le titre de grande figure de l'histoire du Cameroun qui a œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays, le rayonnement de son histoire et de sa culture. Au moins ça, on le lui concède. Mais sachant que cette loi a été signée pendant une période très fragile de l'histoire du Cameroun, ce que l'on a appelé les années de braise, l'on se demande si cette loi était sincère ou bien il s'agissait tout simplement d'une manœuvre politique visant à calmer les tensions présentes cette période au Cameroun. Pour ce cas précis, je dis que le Cameroun a eu à traverser d'autres épreuves, on a eu à lutter contre ce même Nigeria pour Pakassi. Avant, on a éradiqué les maquis, un mouvement révolutionnaire, on est venu à bout des villes mortes. Ce n'est pas le Boko Haram qui va dépasser le Cameroun. Nous continuons le combat et nous les vaincrons. Je ne sais pas si vous l'avez aussi compris comme moi, mais ça crée plutôt une confusion. Dans cette allocution du président camerounais en 2014, lorsqu'il se rendait à Washington, afin d'honorer à une invitation du président Barack Obama, alors président des États-Unis à cette époque, il revient sur la situation sécuritaire de son pays, qui était particulièrement menacé à cette époque par le groupe terroriste Boko Haram. Pour rassurer sa population sur le désir du Cameroun de gagner cette guerre, il dit: pour ce cas précis, je dis que le Cameroun a eu à traverser d'autres épreuves, on a eu à lutter contre ce même Nigeria pour Pakassi. Avant, on a éradiqué les maquis, un mouvement révolutionnaire, on est venu à bout des villes mortes. Ce n'est pas le Boko Haram qui va dépasser le Cameroun. Nous continuons le combat et nous les vaincrons. Si en 2014, il continue à qualifier la lutte à laquelle Ernest Ouandié a participé de lutte de maquisard, pourtant en 1991, il a lui-même signé une loi à travers laquelle il le réhabilitait comme grande figure de l'histoire du Cameroun, alors la confusion naît. Et on se demande bien si cette réhabilitation était effective. Car, par exemple, ceux qui ont décerné le prix Nobel de la paix
à Nelson Mandela ne pourraient pas être les mêmes à qualifier la lutte à laquelle il a participé de rébellion. Ça serait tout simplement contradictoire. Et c'est pour cette raison que vous verrez que toutes les luttes de Nelson Mandela sont qualifiées de luttes de libération des peuples opprimés. Alors, avec cette contradiction, vous conviendrez avec moi que l'interrogation demeure. Ernest Ouandié était-il un grand bandit? Si oui, quel acte de grand banditisme a-t-il commis exactement? La LNK a commis dans sa lutte beaucoup d'exactions, beaucoup. Mais s'il fallait faire la balance, l'action des forces coloniales, puis des forces postcoloniales elles-mêmes, ce n'est pas une partie de plaisir. Une guerre, on ne s'amuse pas, comme on pourrait dire, c'est pas le voir bébé. Les crimes perpétrés par les résistants après l'indépendance du Cameroun sont 10 fois plus élevés que les crimes perpétrés par l'armée coloniale. Ça veut dire qu'on peut être un héros sans être un ange. Il faut noter que dès qu'on amorce la voie de la rébellion et de la lutte armée, il ne s'agit plus d'une partie de plaisir, mais effectivement d'une période pendant laquelle les tueries et les actes de vandalisme seront commis de part et d'autre. La noblesse de la lutte sera jugée par la capacité des leaders à l'encadrer et à limiter les dérapages. On a eu l'indépendance en 60, la réunification en 61. Les Français étaient partis. Pourquoi les gens ont continué à tuer les autres Camerounais? Parce que ceux qu'on tuait à partir de 61, 62 jusqu'en 71, c'était des Camerounais. On a déjà eu les deux objectifs qu'on a eu. Voulu l'indépendance et la réunification. Pourquoi continuer à tuer? On ne peut pas traiter héros quelqu'un qui a tué ses frères. Qui ne tuait que ses frères. Ernest Ouandié ne peut pas être considéré selon Je vous. dis, Oui. Il peut être considéré pour des raisons Politique. Maintenant, si on sort des réels politiques, Si on sort des réels on parle, je dis, oui. il n'est pas héros. Il ne peut pas être considéré comme héros. Il n'a pas, s'est pas battu contre une armée étrangère pour défendre les Camerounais. Ils ont tué les Camerounais qui étaient les mêmes vides. Si on prend les raccourcis qui consistent à traiter de grands bandits, tous ceux qui sont contraints de prendre la voie de la lutte armée pour faire entendre leurs opinions, même contre leurs compatriotes, alors reconnaissons aussi qu'une grande figure de l'histoire comme Nelson Mandela était aussi un grand bandit comme Ernest Ouandié. Je sais immédiatement qu'on me dira, mais Nelson Mandela ne tuait pas les Noirs. C'est vrai que je ne suis pas nécessairement en mesure de démontrer que ses partisans n'ont tué aucun Noir. Surtout si on se réfère à l'histoire de Winnie Mandela, qui non seulement était son épouse, mais une figure importante de sa lutte. Mais là n'est même pas le plus important. Admettons même que Nelson Mandela n'ait tué aucun Noir, même si cela reste à démontrer. Mais nous devons admettre, et cela est indéniable, que Nelson Mandela a mené une bonne partie de sa lutte contre des dirigeants sud-africains démocratiquement élus selon les lois de cette époque de l'Afrique du Sud. Car lorsque l'Afrique du Sud obtient son indépendance en 1961, le pays désormais dirigé par les Sud-Africains a maintenu la politique de l'apartheid qui avait été instaurée quelques années plus tôt par les puissances coloniales. Cela veut dire qu'en ce moment, le régime de l'apartheid n'était plus un régime colonial, mais bel et bien un régime sud-africain. Et c'est contre celui-ci que Nelson Mandela va se résoudre à prendre les armes au début des années 60. Après son arrestation en 1962, il ne demandera pas à ses partisans de cesser la lutte sous le fallacieux prétexte que le régime de l'apartheid, même s'il est mauvais, il est dirigé par les Sud-Africains. Non. Au contraire, pendant son procès, il va tenir des discours qui vont davantage motiver ses partisans à poursuivre la lutte. Il faut retenir que la minorité blanche qui dirigeait l'Afrique du Sud à cette époque était des Afrikaners, qui étaient un peuple issu de la race blanche, dont les descendants avaient émigré pour trouver refuge en Afrique du Sud depuis environ 4 siècles. Un peu comme les Bamileke, les Bétis l'ont fait pour s'installer dans le pays qu'on appelle aujourd'hui Cameroun. Ces Afrikaners n'avaient pas
et jusqu'aujourd'hui n'ont pas une autre nationalité à part la nationalité sud-africaine. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'était des Sud-Africains. Et c'est contre eux que Mandela a bel et bien pris les armes. Donc, il faut retenir que lorsque les partisans de Nelson Mandela posaient les actes de vandalisme et de déstabilisation pour rendre l'Afrique du Sud ingouvernable par le régime de l'apartheid, c'était bel et bien contre des Sud-Africains arrivés au pouvoir de manière légale et institutionnelle. Alors, si on peut déclarer que Ernest Ouandié était un grand bandit, tout simplement parce que, en menant sa lutte de libération contre le régime néocolonial qui était dirigé publiquement par les Camerounais, a fait quelques victimes au passage, alors on doit aussi dire que Nelson Mandela était un grand bandit. Car lui aussi, il a mené sa lutte contre des Sud-Africains et il a aussi fait au passage quelques victimes sud-africaines. Pour moi, à titre personnel, mon admiration et le respect que j'ai pour la lutte que Nelson Mandela a menée, ainsi que son courage, ne me permettent pas de le qualifier de grand bandit. Au contraire, pour moi, il est un symbole à préserver, un héros. Et si je le considère ainsi, je ne saurais en faire autrement pour un grand homme comme Ernest Ouandié, qui s'est battu jusqu'au sacrifice ultime pour sa nation, ma nation. Pour moi, au-delà d'être une grande figure de l'histoire du Cameroun, comme le lui confère le décret de 1991, il est un héros, un véritable héros, un visionnaire et surtout un homme courageux. Alors, vu qu'il est établi que Ernest Ouandié est un héros, nous allons tenter de comprendre pourquoi une partie du peuple pour lequel il s'est battu jusqu'à sacrifier sa vie peut croire et adouber les propos qui consistent à le qualifier de grand bandit. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bien qu'il y ait plusieurs raisons qui puissent expliquer cela, nous allons nous attarder sur deux raisons principales, à savoir l'éducation et l'art et la culture. Le fait que dans notre système éducatif, qu'on ait décidé volontairement de ne pas nous enseigner notre histoire véritable est un handicap intellectuel immense, dont les répercussions vont se faire ressentir sur plusieurs générations. Ainsi, il sera toujours facile d'aliéner les peuples avec toutes sortes de propagande. Ces populations particulièrement mal formées et incultes ne pourront qu'y croire, car ils n'ont pas reçu l'éducation qui leur permet de distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais. C'est pour cela qu'une sagesse chinoise que je paraphrase dit: si vous souhaitez détruire un peuple, commencez par détruire son système éducatif. Et Nelson Mandela ira plus loin en disant: l'éducation est une arme puissante pour changer le monde. Mais, tout comme cette arme puissante peut permettre de changer le monde, elle peut aussi être utilisée pour le détruire. Malheureusement, ce système éducatif désastreux n'est pas prêt de changer, car il sert les intérêts des politiciens de tous bords, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Et tant que ce système éducatif ne changera pas, il sera impossible pour les peuples africains d'éviter de tomber dans ce type de propagande malsaine et toxique dont nous sommes victimes. N'allez pas croire que cette réalité est une exclusivité camerounaise. Or que non. Car si par exemple j'ai réuni 10 Ivoiriens et je leur pose la question qui est celle de savoir: est-ce que le président Houphouët-Boigny était l'instigateur de l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Je suis sûr que le débat prendra toute la journée et ils finiront par ne pas s'entendre. Pourtant, si j'ai réuni 10 Français et je leur pose la question qui est celle de savoir: est-ce que le général de Gaulle est l'instigateur de la 5e République? Ils seront pratiquement tous d'accord. Cela montre que nous avons un véritable problème avec notre histoire et cela est dû à notre système éducatif. L'art et la culture sont également des vecteurs clés qui pourraient nous permettre de pouvoir être sensibilisés sur notre véritable histoire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. La plupart des musiques, films et séries les plus visionnées et promues chez nous parlent de tout sauf de notre véritable histoire. Pourtant, ce sont des outils de domination qui peuvent être utilisés pour véhiculer notre vraie histoire. Et ça, le président burkinabé l'a compris.
et accorde une place de choix à l'art et la culture, comme on a pu le constater pendant la 21e édition du FESPACO 2025. À travers le cinéma, des gens ont dominé le monde. À travers le cinéma, nous devons aussi, nous, pouvoir faire valoriser nos cultures et reprendre notre place dans le concert du monde. Je suis convaincu et nous allons tout mettre en œuvre pour que notre cinéma, que vous, cinéastes, vous puissiez vivre de votre art et que nous puissions créer pour éduquer. Parce que l'objectif premier du cinéma, c'est d'éduquer. Et l'éducation, lorsqu'on fait un film sur notre culture, c'est pour montrer à une jeune génération, certainement, comment est-ce que nos ancêtres ont vécu en bonne harmonie, comment est-ce que nos parents ont vécu en bonne harmonie, quelles sont nos valeurs que nous devons aujourd'hui incorporer et vivre aussi en bonne harmonie avec les voisins. L'art à travers le cinéma peut être un outil clé de libération des esprits. Et si on l'avait bien utilisé, on serait moins ignare et ignorant de notre vraie histoire. Malheureusement, les conséquences de cette ignorance collective risquent d'être fatales et irréversibles. Surtout si on continue à utiliser cette inculture collective pour profaner la mémoire de nos héros nationaux. Ces héros ne sont pas juste des simples combattants qui ont lutté pour leur peuple. Ils représentent des symboles, des sources d'inspiration et surtout des repères pour leur nation. Dans les moments d'incertitude, leurs enseignements, leur lutte, leur courage sont les refuges qui permettent à nous, leurs descendants, de pouvoir nous retrouver, nous réorienter et surtout puiser le courage et la détermination nécessaires pour pouvoir continuer nos combats. Profaner leur mémoire revient à profaner nos idéaux, à détruire pièce par pièce les fondements même de nos nations. Imaginez un temps soit peu un Burkina Faso dans lequel Thomas Sankara est qualifié de grand bandit. Une RDC dans laquelle Patrice Lumumba est qualifié d'agresseur. Les États-Unis d'Amérique dans lesquels George Washington, Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt sont considérés comme des présidents corrompus. Ou une France dans laquelle le général de Gaulle est considéré comme un génocidaire. Je suis certain que le Burkina Faso, la RDC, les États-Unis d'Amérique, la France ne seront plus les nations aussi fières, debout et influentes pour certains comme celles qu'on voit aujourd'hui. Et les peuples ne seront plus autant respectés et admirés comme c'est le cas aujourd'hui dans le monde. Nos héros, à travers leur lutte noble et courageuse, ont une dimension historique légendaire qui élève nos nations et attire sur elles une admiration internationale qui nous profite à tous. Alors, protégeons-les et surtout, honorons leur mémoire. Je vous exprime mon immense gratitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je me sens particulièrement honoré. N'hésitez surtout pas de me donner vos opinions en commentaire et surtout de préciser si vous souhaitez avoir davantage ce type de contenu sur cette chaîne. Prenez soin de vous et surtout de votre santé, car l'Afrique a plus que jamais besoin de vous, ses enfants, en très bonne santé. À très bientôt les amis.